Hello à tous et bienvenue sur French Listen. Aujourd'hui, on attaque un sujet un peu électrique, non? Le français commercial appliqué à la négociation d'entreprise. Salut Bernard, prêt à révéler ta face cachée de négociateur? Toujours prêt. Même si, ma toute première expérience de négociation, c'était loin des salles de réunion. Imagine, j'avais 15 ans, dans une foire aux disques à Lille, face à un type moustachu qui voulait absolument me refourguer une pile de vinyle des années 70. On a marchandé, je t'assure, comme si on jouait notre vie. Et tu sais quoi? Cette énergie de confrontation douce, ce petit ballet où personne ne veut céder trop vite, eh bien ça m'a rattrapé plus d'une fois plus tard, en entreprise. J'adore ça, parce que franchement, la négociation c'est presque comme, je sais pas, une danse de pouvoir, voire un concours d'empathie parfois. On parle de compromis, de qui cédera le premier, mais aussi de comment on lit la personne en face, non? Exactement. Je me demande souvent, dans tout bureau, est-ce que les débats autour d'un vieux classeur ou d'un budget serré ne rappellent pas un peu ce troc vintage? Finalement, on ressort toujours changé, parfois vainqueur, parfois grandi, parfois juste, un peu fatigué, mais ravi. Bon Bernard, avant qu'on parte dans la poésie du deal, si on posait les bases. Vocabulaire du français commercial. Allez, top chrono, 3 mots-clés indispensables. Ouh, le défi. Alors, pour moi, marge, parce que sans elle, pas de négociation réelle. Clause suspensive. Oh, celle-là, elle fait toujours frissonner. Et bien sûr, le verbe magique, relancer. Je savais que tu dirais clause suspensive. Tu l'as placée dans notre épisode sur les PDF aussi. Tu te rappelles? Cette fameuse clause qui sert d'épée de Damoclès dans les contrats. Ah tiens, quiz express. Comment tu traduis deal breaker dans un mail à un client français? Allez, sans tricher. Ou, je dirais, point non négociable? Ou peut-être élément rédhibitoire? Il n'y a pas d'équivalent parfait, si? Non, justement, c'est ça la complexité. Chaque mot transporte son poids émotionnel. On pense que c'est du jargon, mais la manière de le glisser dans une phrase, ça peut tout changer. Surtout que dans les vrais négos, une simple expression mal placée et boum, malaise. C'est limpide. Un je prends note, ça peut lancer la coopération ou refroidir l'ambiance. Faudrait faire un bingo des expressions qui font transpirer en réunion, tu crois pas? Justement, si on veut éviter la goutte au franc, parlons préparation. Pour toi, Bernard, c'est le chaos organisé ou la méthode à la japonaise? J'avoue, mon secret inavoué, c'est le post-it mania. J'en colle partout. Miroir du matin, frigo, au dos du chien. Non, je plaisante, pas sur le chien. Mais il y a ce truc, en notant tout, je visualise mieux. Certains diraient que c'est du désordre créatif. Bon, parfois j'oublie un post-it dans la poche, et là, c'est le chaos intégral. C'est pas si différent de la neuroscience. On sait maintenant que préparer mentalement un rendez-vous suffit à activer les réseaux de confiance dans le cerveau. Moi, je conseille une astuce tout bête. 2 minutes de respiration et, dans la tête, tu visualises ta réunion. Ça t'aligne, vraiment. Ah, la visualisation, je l'ai testé. Mais parfois, je me trouve en train de négocier contre un mur, littéralement. La clé, c'est d'avoir l'objectif, oui, mais aussi une idée des enjeux cachés, tu penses pas? Oui, et là, on touche la dimension humaine de la négo. L'écoute active, pas juste hocher la tête, mais vraiment capter la moindre hésitation ou détour dans la voix. J'ai un souvenir en RH. On pensait que la négociation coincée sur le salaire, en fait, tout tournait autour de la flexibilité horaire. Rien à voir. C'est quand le silence s'éternise que tu comprends. Attends, il y a autre chose derrière. D'ailleurs, tu crois pas que parfois les silences disent plus que 1000 termes commerciaux? Ah oui, complètement. C'est le fameux non-dit français. On a tendance à remplir les vides, alors que parfois, s'arrêter, ça donne l'espace à l'autre de révéler sa vraie motivation. J'avoue que je me suis entraînée à reformuler à voix haute, même si ça sonne bizarre, genre « donc si je comprends bien », et là, souvent, la conversation bascule. On devrait tous avoir une formation en décodage de signaux faibles. Alors Bernard, plutôt adepte de la franchise à l'américaine ou du tour diplomatique à la française? Ça dépend. Un bon parlons franchement, c'est efficace. Mais en France, tourner autour du pot, c'est presque une tradition. On enjolive, on jongle, tu connais la chanson. Mais Sandra, tu m'avais promis une histoire de miel sur la persuasion. C'est le moment. Ah oui, tu parles de ce partenariat si sucré. On négocie un local pour mon club d'apiculture. J'ai amené un pot de miel artisanal à la Réunion. Résultat, la personne en face a souri
On a parlé abeilles 10 minutes et hop, la barrière est tombée. Mais attention, l'humour, mal dosé, ça casse tout. Justement, est-ce que dans une négo, c'est bien de détendre l'atmosphère, où on risque de passer pour pas sérieux? J'ai raté des coups comme ça, je l'avoue. Tout est dans la nuance. Et parfois, il faut sentir si la personne en face a le déclic humour. Sinon, oui. Bon, parlons sérieux. La fameuse objection qui tombe comme un orage. À ton avis, c'est quoi la phrase magique pour repartir? J'adore, je comprends votre point de vue. Et puis glisser un « en revanche », tout doux. Mais tu connais ta fameuse méthode sandwich, non? Exact. On démarre avec un point positif. On place l'objection au milieu, puis on propose une solution. Ça passe mieux. On tente un jeu? Tu fais la cliente difficile. Je négocie? Ok, Bernard, honnêtement, ce devis, il est beaucoup trop cher et je ne vois pas la valeur ajoutée. Merci Sandra pour votre franchise. Justement, votre exigence de qualité montre qu'on vise la même excellence. Alors, si je peux vous détailler les atouts exclusifs de l'offre, vous verrez que le tarif se justifie. Et je reste ouvert à toute adaptation pour mieux répondre à vos attentes. Bravo, tu t'en sors presque trop bien. Je t'aurais signé le contrat. Enfin, presque. Parlant d'obstacles, la culture influence tout. Toi qui collectionnes les archives, tu as déjà lu des scénarios de négo entre Français et Américains? Oh, et comment? J'ai retrouvé ce dialogue croustillant. Le français, tout en sous-entendu, commence avec « peut-être qu'on envisagerait ». L'américain répond « yes or no », malentendu assuré. En fait, tout repose sur le fameux contexte haut ou bas d'Edward Hall. Ça te parle, Sandra? Absolument. En France, on est dans le contexte haut. Tout passe par le non-dit, le regard, le ton. Alors que dans une culture anglo-saxonne, on veut du concret, du direct. Résultat, parfois on croit que l'autre n'écoute pas, alors qu'on ne parle juste pas dans le même registre. C'est presque du décryptage d'espion parfois. Et tu vois, même dans ce podcast, on fait gaffe à nos mots pour que tout le monde suive. Il y a aussi l'art de conclure. Pas trop vite, on n'est pas aux enchères. Quelles sont tes techniques pour formaliser un accord, Bernard? À la française, j'aime l'élégance. On résume par écrit, on envoie un petit mail avec synthèse, puis relance polie. Et surtout, jamais d'ultimatum. Ni trop pressant, ni trop distant. Juste ce qu'il faut pour laisser l'autre respirer. Tu veux une anecdote gênante? J'ai déjà oublié un contrat signé dans une boîte à miel avec mon club. Résultat, 2 semaines de flou, mail paniqué et un pot de miel collant comme preuve d'accord. On retient que conclure, c'est plus que signer. C'est soigner la mémoire de l'accord. Et pour progresser? On a tous cette tentation MOOC ou jeu de rôle en atelier, mais rien de balle feedback direct, non? Je suis d'accord. Un retour à chaud, ça vaut tous les PowerPoint du monde. Et si je peux proposer, inventer des micro-négos au quotidien, genre négocier 5 minutes de pause café en plus, négocier qui prend la dernière madeleine. C'est la meilleure école. Oui, et surtout, varier les supports. Podcast, ateliers, webinars. Comme on disait dans notre épisode sur les PDF, piocher un peu partout. Garder la curiosité. C'est ça le secret. Et toujours s'entraîner à l'oral, sinon on tombe dans le piège de la théorie pure. Alors pour finir, j'ai reçu la question d'Ali de Strasbourg. Comment on réagit quand la négociation bloque complètement? Sandra, tu prends? Ali, super question. Alors si vraiment il y a impasse, d'abord, respirer. Ensuite, reformuler la situation pour voir si un point commun subsiste. Et parfois, accepter une pause, c'est mieux que de forcer. Oui, et si on n'y arrive toujours pas, on peut proposer une solution alternative ou même convenir de ne pas être d'accord. Honnêteté avant tout. C'est marrant d'ailleurs, Bernard. On n'est jamais à 100% d'accord sur la longueur des épisodes. Ah ça, j'aurais aimé qu'on parle 2 heures du vocabulaire. Tu me coupes toujours. Mais c'est parce que sinon, les auditeurs s'endorment comme les abeilles en hiver. Bon, promis, plus d'astuces dans les prochains épisodes. Merci à toi Sandra, et à vous tous qui nous suivez. Continuez à négocier et à butiner les bons mots. À la prochaine. Merci Bernard, c'était un plaisir. À bientôt tout le monde. Et surtout, que la négociation reste douce comme le miel. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question qui me semble fondamentale.
qu'est-ce que ça signifie vraiment de parler français? Ah oui, c'est une excellente question. Parce que ça va bien au-delà de la grammaire ou du vocabulaire. Exactement. Les documents qu'on a étudiés sont clairs. Parler une langue, c'est entrer dans un univers culturel. Et cet univers peut être radicalement différent qu'on soit à Paris ou à Montréal, par exemple. C'est ça. La langue et la culture, en fait, c'est indissociable. On ne peut pas apprendre l'une sans l'autre. Apprendre une langue, c'est un peu comme adopter une nouvelle façon de voir le monde. Notre plan pour aujourd'hui, c'est donc d'abord de voir pourquoi l'immersion est si puissante, et ensuite on plongera dans des exemples très concrets, parfois un peu déroutants, en France et au Québec. Oui. Et on va voir que l'immersion, c'est pas juste une méthode, c'est une transformation. L'apprentissage devient beaucoup plus intuitif, presque comme quand on a appris notre langue maternelle, sans en rendre compte. C'est exactement ça, l'idée du bain linguistique. On ne fait pas que tremper un orteil, on plonge la tête la première. L'image est très juste. Et les chiffres qu'on a trouvés dans les sources sont assez spectaculaires. Oui, ils le sont. Pour atteindre un niveau B2, disons un niveau courant, il faut en moyenne 600 heures de cours classiques. 600 heures? Oui. C'est beaucoup. Mais en immersion, on tombe à 400 heures. C'est une accélération de 33%. C'est énorme, en fait. C'est énorme. Et ça montre que ce n'est pas juste une question de temps, mais de nature de l'apprentissage. Absolument, on passe d'un effort intellectuel à une sorte d'absorption quasi instinctive. C'est un peu la différence entre lire un livre sur la natation et sauter dans la piscine. Exactement. Le cerveau ne fonctionne pas de la même manière. Il ne se contente pas d'enregistrer, il vit l'information. Et un autre chiffre le montre bien, la rétention du vocabulaire. Ah oui, Elle est 60% supérieure quand le mot est appris en contexte plutôt que sur une liste. logique. Les mots ne sont plus des étiquettes, ils sont liés à des souvenirs, des émotions. Voilà. Ils ont une histoire. Et ça ne s'arrête pas à la langue. Les bénéfices personnels sont immenses. Devoir se débrouiller pour acheter son pain, demander son chemin, Ça force à sortir de sa zone de confort. complètement. Et ça développe l'autonomie, la confiance en soi. C'est un vrai accélérateur de maturité. Et d'ouverture d'esprit. On est au contact direct de manières de penser différentes. On devient plus tolérant, en quelque sorte. Un citoyen du monde, comme le disait une des sources. Tout à fait. Et il y a le moteur le plus puissant, la motivation. Ah oui, Une étude parle d'une augmentation de 50%. Chaque petite victoire, chaque conversation réussie. comme commander un café, se faire comprendre. Exactement. C'est une récompense immédiate. Ça donne envie de continuer, ça devient presque addictif. D'accord. Donc l'immersion, c'est la voie royale. Mais concrètement, comment on s'y prend? L'image classique, c'est le séjour linguistique à l'étranger, chez l'habitant. Oui, ça reste la formule la plus intensive, la plus authentique pour une progression rapide. Mais bon, tout le monde ne peut pas tout plaquer pour partir 6 mois au loin. Non, bien sûr. Et c'est là que la technologie a tout changé. On a maintenant des outils pour créer ce qu'on pourrait appeler une immersion virtuelle. Les applications comme Duolingo, Babel. Oui, pour une pratique quotidienne, c'est très bien. Mais aussi et surtout la consommation de contenu authentique. Regarder des séries en VO, écouter des podcasts. C'est ça. Faire entrer la langue dans son quotidien de manière naturelle et non plus forcée. Il y a aussi cette approche que j'ai trouvée fascinante, l'auto-immersion à domicile. Ah oui, L'idée d'étiqueter les objets chez soi. Une étiquette, la chaise sur une chaise, la table sur la table. Ça peut paraître un peu gadget, oui, un peu scolaire. mais en fait l'impact psychologique est profond. Le but c'est que le mot « chaise » ne soit plus la traduction du mot dans notre langue, mais qu'il devienne le concept même de la chaise. On cherche à éliminer l'intermédiaire de la langue maternelle. C'est une excellente façon de le voir. On crée sa propre bulle linguistique. Un autre exemple tout simple, c'est de changer la langue de son téléphone. Très efficace. Une des sources chiffre ça à environ 15 minutes d'exposition en plus par jour. Sans effort. Sans même y penser. Et pour la pratique orale, il y a les tandems linguistiques. L'échange avec un natif. Oui, c'est formidable pour l'échange culturel mutuel. Et si on est vraiment bloqué, sans Internet, sans rien, face à une barrière de langue totale? Il y a un plan B. Les sources mentionnent un outil assez génial. Des guides de conversation basés sur des pictogrammes. Le J'ai pas les mots, par exemple. Un petit carnet d'images. On veut un lit, on montre l'image du lit. C'est le système D ultime. La preuve qu'on peut communiquer même sans un mot en commun. Et si on se projette un peu, le futur de tout ça, c'est sans doute la réalité virtuelle. Le métavers. Ah oui. Imaginez,
Vous mettez un casque et vous vous retrouvez sur un marché parisien virtuel à négocier vos légumes avec des avatars. Une immersion sensorielle complète, mais depuis son salon. C'est ça. Ça pourrait rendre l'apprentissage encore plus accessible. Et cette immersion, qu'elle soit réelle ou virtuelle, nous amène au plus grand des défis. Ce ne sont pas les mots, ce sont les codes. Le choc culturel. Voilà. On pense maîtriser la langue, et puis on se retrouve invité à un dîner en France, et on réalise qu'on ne sait rien. C'est le moment où la grammaire ne sert plus à rien. C'est là que commence l'intelligence culturelle. Et le premier piège, qui surprend toujours, la ponctualité. En France, arriver pile à l'heure, c'est presque impoli. C'est ça, exact. Le fameux quart d'heure de politesse. Arriver avec 10-15 minutes de retard, ça laisse le temps à l'autre de souffler. C'est une marque de savoir-vivre. Autre piège, les cadeaux. On apporte des fleurs, on pense bien faire. Mais attention, surtout pas de chrysanthème ou de lys blanc. Associés aux enterrements. Exactement. Une bonne bouteille de vin, c'est une valeur sûre. On ne prend pas de risque. Et à table, c'est tout un art. Ah oui, la liste est longue. Il faut garder les mains sur la table, pas sur les genoux. On rompt le pain avec les doigts. Et on ne coupe jamais, jamais sa salade avec un couteau. D'où vient cette règle d'ailleurs? C'est un héritage de l'époque où les couverts en argent noircissaient au contact du vinaigre. La technique a changé, mais la règle est restée. Fascinant. C'est une part invisible de l'identité. Absolument. Et finir son assiette, c'est un compliment pour la personne qui a cuisiné. Alors que dans d'autres cultures, c'est l'inverse. Mais le point le plus complexe, le vrai boss final de la culture française, Le tu et le vous. c'est un véritable champ de mine. Ce n'est pas juste une question de formalité. Non. C'est un marqueur de hiérarchie, d'intimité, de respect. C'est très subtil. Et le passage du vous au tu, c'est un rituel. C'est souvent la personne la plus âgée ou la plus haute dans la hiérarchie qui doit le proposer. Tutoyer quelqu'un sans y être invité, ça peut être vu comme une agression. Surtout dans le nord de la France. Oui, dans le sud, c'est un peu plus souple. Donc en gros, il n'y a pas de règle claire. Il faut sentir les choses. C'est exactement ça. Et c'est là qu'on voit à quel point la langue peut diverger. Parce que si on traverse l'Atlantique, Ah, le Québec! ce casse-tête du tu et du vous disparaît presque complètement. Oui, c'est une excellente transition. Au Québec, le tutoiement est la norme. C'est beaucoup plus rapide, plus généralisé. On tutoie son patron, un commerçant. C'est le reflet d'une société perçue comme plus égalitaire, moins formelle. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ah oui, le français québécois, c'est un trésor. Les expressions sont tellement colorées. Et c'est très imagé. Si tout va bien, on ne dit pas « tout se passe bien », mais « l'affaire est ketchup ». Ou c'est tigidou, L'hiver, quand il fait très froid, c'est « fait frette ». On met sa tuque un bonnet, et on prend son skidoo. une motoneige. Même les mots du quotidien sont différents. Un char, c'est une voiture. Et les repas? Ah oui, attention au décalage. Le déjeuner, c'est le petit déjeuner. Le dîner, c'est le repas de midi. Et le souper, celui du soir. On peut vite s'embrouiller. C'est ça. Et ces mots ne sont pas anecdotiques, ils montrent une évolution parallèle de la langue. Et derrière la langue, là aussi, il y a des codes culturels très forts. Des choses très pratiques qui peuvent créer de vrais malentendus, oui. Le piège à touristes numéro 1, les taxes et le pourboire. Le grand classique. Au Québec, les prix sont toujours affichés hors taxe. Il faut donc toujours ajouter mentalement les taxes, la TPS et la TVQ. Et ensuite, au restaurant, le pourboire, le tip. Il n'est pas optionnel. Non, c'est 15 à 20%, et ça fait partie du salaire du personnel, Alors qu'en France, le service est inclus dans l'addition. qui au Québec s'appelle la facture, île d'attente. Ah oui, les sources soulignent la discipline des Québécois. On fait la queue pour le bus, au magasin. C'est très ordonné. Un contrat social très respecté. Et au restaurant, diviser la facture, c'est la norme. Chacun paie sa part. En France, c'est plus courant qu'une seule personne règle pour tout le monde. Finalement, ce qui ressort de tout ça, c'est qu'apprendre le français, ce n'est pas apprendre une langue, mais des langues, avec leur propre dialecte culturel. C'est exactement ça. Maîtriser le français, ce n'est pas juste savoir conjuguer le subjonctif. C'est savoir qu'il faut arriver en retard à un dîner à Paris ou commander un Coke à Montréal. Et surtout, ne pas oublier de laisser un tip. L'immersion, c'est ça qui nous apprend tout ça. La langue en action, dans la vraie vie. Absolument. La langue est un organisme vivant. Elle respire au rythme de la culture, de l'histoire qui l'entoure. Le français de France et celui du Québec en sont une preuve fascinante. C'est vrai. Et ça ouvre une question intéressante pour l'avenir. À notre époque de communication globale, instantanée, comment ces identités linguistiques si fortes vont-elles évoluer ? Est-ce qu'elles vont converger, s'uniformiser ?
Ou est-ce qu'au contraire, elles vont s'affirmer encore plus fort, comme des marqueurs d'identité précieux dans un monde qui se ressemble de plus en plus? C'est la grande question.